Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Toujours avec Dame Pasco. Salut Et Lee. moi, bonjour, bonjour. Vous êtes sûr, c'est bien elle. Et on va donc continuer notre lecture du livre José Silva de Robert Bistone. Je l'ai. On avance donc tranquillement. Là, on s'était aperçu que sur la méthode, une des spécificités au début, dans la première moitié des années 60 de la méthode, c'est que c'était un monde qui était relativement vierge de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, de l'hyper-développement du développement personnel, justement. Est-ce que toi, dans les années, donc en 88, quand tu as commencé à vraiment instruire dans la méthode Silva, est-ce que tu avais déjà l'impression que le mouvement développement personnel dans son ensemble était en train d'exploser? Est-ce que tu as plus l'impression que maintenant, 2020, 2024, il y a plus de développement personnel que dans les années 80? Comment tu le perçois, toi? Oui, donc déjà en 1988, j'ai commencé à aller régulièrement aux conventions et tout le monde parlait déjà du fait que c'était moins nombreux que dans les années 70. Donc, c'était sur 70, c'était partout. Presque tout le monde faisait méthode Silva, il y avait des articles, des journalistes venaient, etc. Il y avait vraiment une explosion. Mais déjà, quand moi je suis arrivée en 88, ça a commencé à se calmer. Et depuis, bien sûr, il y a eu de plus en plus d'autres cours. Probablement, la personne qui a la plus grande explosion depuis ces années-là, c'était Laszlo Domjon en Hongrie, parce qu'effectivement, eux, ils venaient juste de sortir du communisme et développement personnel pour eux, c'était complètement nouveau. Et lui, c'était la première personne qui a vraiment établi un système. Et lui, il a eu une explosion, quoi. Mais les autres pays, justement, comme tu as déjà dit, il y a tellement d'autres, bon, pas forcément imitations, mais inspirés par Silva ou inspirés un peu dans la même direction, que justement, c'est difficile à trouver qui fait quoi exactement. Il y en a vraiment beaucoup. C'est intéressant ce retour-là par rapport à la fin du communisme. Donc en 89, il y a eu tout ce changement de 89 jusqu'à 91 où il y a eu énormément de choses. Est-ce que toi, justement au niveau mondial, avec Laszlo, c'est un super exemple, mais est-ce que tu as d'autres exemples des anciens pays d'Union soviétique qui se sont ouverts à la méthode? Est-ce que tu as vu un petit peu se grappiller, se développer la méthode, ou est-ce que tu as senti qu'ils étaient encore assez hermétiques parce que eux-mêmes avaient une autre culture, une autre façon de voir les choses? Est-ce que à l'époque, tu as vu des Russes? Est-ce que tu as vu tous ceux du bloc soviétique entrer en contact avec la méthode Silva, où tu sens qu'hormis Laszlo et donc la Hongrie, il n'y a pas eu beaucoup de pays qui s'y sont ouverts? En fait, il n'y a toujours pas beaucoup dans le bloc communiste. Comme on a déjà vu, il y a un seul instructeur prêt à faire quelque chose en Chine qui se prépare justement. Donc, tout là, c'est presque inconnu. C'est vrai qu'il y a certains pays dans l'Europe Est qui ont commencé à bien développer. Par exemple, avant la guerre en Ukraine, on avait une instructrice en Ukraine qui était super compétente, efficace et qui avait vraiment beaucoup de diplômés. Donc, mais à part ça, ah oui, en fait, toujours dans l'Est, il y a Roumanie. Donc, le directeur en Roumanie a eu aussi beaucoup de succès. Et il faut aussi comprendre que Laszlo a eu, quand lui il commençait, étant médecin, il avait quand même un peu plus de crédibilité, on peut dire professionnelle. Et il a eu une interview à la télévision. Alors, à l'époque, en Hongrie, il n'y avait que 3 chaînes de télévision. Donc, c'était comme si tout le monde dans le pays l'avait vu ou l'avait entendu parler.
Et là, justement, là-bas, c'est vraiment très, très bien connu. Pendant que beaucoup d'autres pays, tu parles de méthode Sylvain et on dit quoi? C'est quoi la méthode Sylvain? Et voilà. Et tu sais comment ça s'est développé en Amérique latine? Parce que je sais que José a pas mal touché le Mexique automatiquement et faisait assez rapidement des conférences là-bas. Est-ce que tu sais, ça s'est beaucoup développé en Amérique latine et en Amérique du Sud, justement, à partir des années, au moment du lancement de la méthode, mais on sait qu'il y avait beaucoup de Mexique. Est-ce que l'Amérique latine était visée par José ou pas? Visé plutôt par Juan Silva, qui s'occupait des pays à l'étranger. Donc, apparemment, tout ce qui était Amérique latine était pas sous, comment dire, sous la direction directe de Silva International et José, mais plutôt son frère. Je suis pas très, très claire pour ça, mais je sais justement que le directeur, qui s'appelait Omar, qui avait très peu d'anglais, venait régulièrement aux conventions et lui, il avait vraiment beaucoup d'instructeurs et beaucoup de succès en Amérique latine. Mais on n'a pas les mêmes informations parce que c'est séparé du site officiel de la méthode Silva internationale. C'est un peu compliqué. Ouais, parce que pareil pour l'Espagne. Hein? Espagne n'était pas vraiment officiellement partie, mais ils venaient régulièrement aux conventions et il les a même invités, tous les directeurs, de venir en Espagne pour une convention. Donc, on n'a pas vraiment vu une différence entre nous en tant que directeur qui présentait, mais c'était plutôt administration, quoi. D'accord, ok. La différence administration, mais c'était comme s'il y avait tout un bloc pour les gens qui parlaient espagnol. D'accord, ouais, c'est intéressant ça. Ok, il y a eu vraiment une espèce de séparation administrative à ce niveau-là. Oui, mais uniquement administratif, parce qu'on s'est toujours rencontrés à toutes les conventions et on a pu échanger et c'était chouette. Rappelons que Juan était donc avant tout dans le business et il a mis quand même quelques années au départ à adhérer au concept de José. On va revenir un peu dessus parce qu'il en parle, Robert. Et il a mis quelques années à finir de vendre ses industries, etc., et à se plonger complètement dans le développement, dans l'aide au développement de la méthode pour son frère. Mais lui, c'était avant tout un industriel. C'était un businessman, le frère de José. Ok. Alors, comme on disait aussi la dernière fois, ce qui est intéressant et je trouve vraiment très sain de la part de José, c'est que vu qu'il était dans une démarche de travail sur l'intuition, de travail sur la clairvoyance, il était allé voir donc toutes les personnes qui lisaient dans les boules de cristal, dans les feuilles de thé, etc., etc. Et il avait vraiment une dynamique de compréhension et de volonté de comprendre. Et comme je vous avais dit la dernière fois, il s'était rendu compte que la plupart du temps, quand il faisait faire des tests à ses voyants et après aux clairvoyants de la classe, il trouvait à peu près les mêmes retours, hormis peut-être les trans, parfois un peu primitives, avec beaucoup de mouvements, de râles, etc., qui n'avaient pas pour les diplômés Silva, mais qui souvent pouvaient avoir lieu dans d'autres types de voyance, entre guillemets, de clairvoyance à certains moments. Alors, José conclut que ce que nous appelions des projections astrales était en fait une expérience de vivification de la projection mentale. Alors ça, c'est assez intéressant parce que beaucoup de personnes peuvent chercher les projections astrales. C'est quelque chose… Ouais, dis-moi. Quelle page 84. 84, ok, merci. C'est assez intéressant parce que toute la notion liée aux projections astrales, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup, qui sont passionnés de ça, qui cherchent cette sensation, cette sortie de corps, cette connexion. Tu vas voir, c'est à la moitié. Tu verras, c'est juste avant le deuxième chapitre. From this, José conclude that what was called astral projection. Tu l'as? Oui, je l'ai. Et je trouve que c'est
c'est en tout cas une perception de José auquel moi j'adhère assez facilement parce que pendant longtemps, c'était des choses qui m'intéressaient, je pense, comme beaucoup de personnes qui sont allées dans tout ce qui est dev perso, un peu cheminement ésotérique associé à cet esprit New Age, de se dire, j'aimerais bien faire une projection astrale, une sortie de corps, une perception de quelque chose. Et en ayant fait, ayant vécu cette expérience-là, quand j'ai découvert l'hypnose, donc le principe de transe en réalité, je me suis dit, je suis capable de le faire sans l'ensemble des rituels passés que j'avais appris. Et je reviens beaucoup à cette idée-là. Ça ressemble à une projection mentale. Ça ne veut pas dire que le mental reste nécessairement là dans le corps, au contraire. Mais si on reprend le parallèle proposé par la méthode, qui est en gros de prendre de l'information à distance tout en étant nous là, c'est de la projection mentale. On peut avoir de la bonne information et même une perception de nous au-dessus, à côté, dans une autre dimension, etc., par ce travail de projection mentale. Alors, je sais que quand j'en parlais à des copains qui, eux, sont très, justement, projection astrale, parler avec les archives akashiques, etc., ils me disaient, mais non, ça n'a rien à voir, là, tout ça, c'est trop matérialiste, dans la notion vraiment spiritualiste, matérialiste, c'est trop terre à terre, ce que tu es en train de dire. Et je dis, non, mais je ne suis pas en train du tout de critiquer l'expérience vécue en tant que telle, tu la vis de la façon que tu veux, avec l'explication que tu veux. Moi, je te propose une vision plus matérialiste, c'est une projection mentale qui est quand même hyper spirituelle quand on y pense, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire et pas simplement quelque chose qui demanderait limite des initiations, etc. C'est quelque chose qui est assez commun. Est-ce que toi, tu as rencontré des personnes qui étaient passionnées de projection astrale ou est-ce que toi, tu as vécu ce qu'on appelle des projections astrales ou est-ce que quand tu as peut-être partagé cette idée-là, comme José, de dire c'est une projection mentale, parce que je me souviens que tu en as déjà parlé en classe de cette notion-là de projection astrale. Alors, dans quel contexte, je ne sais plus, mais comment tu as vu les gens réagir quand tu tentes d'expliquer, après chacun prend ce qu'il veut comme explication, mais que potentiellement, la projection astrale, les voyages astraux sont l'équivalent de projection mentale, ce que nous, on appellerait clairvoyance, intuition, etc. dans la méthode. Ok, tu m'as donné plusieurs questions dans une seule. Là. Alors, d'abord, moi, je n'ai jamais personnellement eu une expérience de projection astrale telle qu'elle, comme il est décrite. J'ai connu quand même pas mal de diplômés qui disent qu'ils ont eu ces expériences et qu'ils sont très passionnés. Mais moi, je trouve assez facile à distinguer parce qu'en fait, là, comme tu dis, dans ce livre, on parle du fait que José considérait que c'était la même chose. Mais dans les cours, quand ils en parlaient ou les gens ont posé des questions, et ça, c'est un super exemple de comment ils respectaient les croyances individuelles des gens. Je n'ai jamais entendu nier que ça existait. Pour dire non, ce n'est pas une projection du corps, etc. Mais ils disaient quand même que si on peut, avec une projection mentale, obtenir exactement les mêmes informations. Donc, pourquoi essayer de se séparer du corps, d'être lié par une corde dorée qui pourrait se casser et pourrait justement introduire une peur, une anxiété dans une dimension où il faut vraiment qu'on reste en harmonie et en confiance. Donc, c'était ça qu'il disait, mais il ne disait pas que ça n'existait pas. Il n'a pas voulu trop, justement, confronter les croyances des gens, mais il disait, mais en fait, on peut le faire en parfaite sécurité et avec exactement la même efficacité avec une projection mentale. Voilà, c'est comme ça qu'il a expliqué. Oui, cette notion, elle est chouette. Et là encore, moi, avec le temps, toutes les notions de ça c'est vrai, ça c'est faux, est-ce qu'on vit le même type d'expérience? Déjà, c'est subjectif. Est-ce que quand je fais, si par exemple je suis un énergéticien, si je fais du Reiki ou si je fais du magnétisme ou si je fais du face healing de José, est-ce que en fait on fait la même chose? Est-ce que parce que je vis quelque chose de différent, la conséquence sera différente pour mon partenaire ou la personne qui est là en train de vivre la session? Ça reste tellement des points de vue subjectifs et
la grosse difficulté, c'est que si tu veux tenter de mettre l'aspect scientifique avec tous les critères de la science, bah, on n'arrive pas à parvenir à se dire qu'il y a réellement une projection mentale. Tu sais, c'est une projection astrale, mais même une projection mentale, si c'était les fameux tests qu'ils ont tenté de faire avec les sorties de corps, les NDE, et où certains avaient mis un gris-gris ou quelque chose dans une chambre où la plupart du temps, c'était la salle d'opération. Les expériences out-of-body experience, c'est les NDE. Oui. NDE. Oui. Et ils ont fait beaucoup de ça, mais j'ai jamais entendu. Toi, entendu quelqu'un qui a pu rapporter ce petit cri en eau? Non. Plus. C'est pour ça que, tu vois, toute la mouvance de Raymond Moody, c'était lui qui avait beaucoup travaillé sur les sorties, les NDE, les Near Death Experiences, les expériences de mort imminente. Il a travaillé vachement dessus, il y a plein de gens qui sont passionnés par ça, ça ramène à un gros spirituel, mais les scientifiques, eux, ils se sont dit, non mais attends, nous on va mettre un truc dans les salles d'opération, quand les gens sont en train de faire une NDE, ce qui arrive malheureusement assez souvent, tant que c'est qu'une NDE, ça va, ils reviennent, mais la mort, ça reste la mort. Donc là, à partir de là, c'est compliqué. Et ils n'ont pas eu de résultat probant qui dit que les gens qui sortent et qui disent « Ah, j'ai commencé à voir et entendre tout ce qui se disait, etc. » On sait que le subconscient peut entendre tout ce qui se dit pendant une opération. On sait bien. C'est d'ailleurs en hypnose un travail qu'on fait très régulièrement et qu'on dit soit on prépare les personnes avant les opérations pour qu'ils restent focalisés sur eux et qu'ils n'entendent pas l'ensemble des mots, des suggestions indirectes que les médecins et infirmiers font. Et donc, parfois, on entend très bien ce qui s'est dit et on peut avoir des conséquences a posteriori de ce qui a été dit, alors qu'on était en anesthésie, voire même on était en crise sur une phase où on était peut-être en train de mourir. Mais ils n'ont pas aujourd'hui d'éléments qui disent on a vu, il y a des gens qui nous ont décrit le gris-gris qu'on a mis dans la salle d'opération. Donc pour eux, ils sont sur on n'y croit pas trop. Par contre, ils sont d'accord que le cerveau vit plein de choses. Ils sont d'accord que là, j'ai lu un article il y a 2 jours où ils commencent à capter comment fonctionne le cerveau juste avant de mourir. Ils commencent. Donc, tous les éléments, toute la chimie qui se passe, ça on le sait depuis pas mal de temps et pourquoi on peut faire des ALU, etc. Donc, il y a des expériences scientifiques, mais toutes ces notions-là, ils en sont, ce qui est normal, eux, ils sont très dans le concret scientifique, ils veulent avoir des preuves d'eux. Et c'est là où tu dis, bon, 80% des éléments comme les projections astrales, les archives akashiques, tu vois, tous ces éléments qui sont super intéressants quand tu aimes le rapport métaphorique ou la réalité que tu veux lui donner. Là encore, qu'importe que ce soit une métaphore ou une réalité, l'expérience vécue étant subjective, on ne peut rien dire. Et je trouve que là-dessus, José était top, et comme tu le fais remarquer, parce que lui, il dit, OK, si c'est votre manière de voir, c'est votre réalité. Et on arrive sur la notion purement Silva. Tu as des points de référence qui disent que c'est vrai. Pourquoi moi, qui viens de l'extérieur, qui n'ai pas tes points de référence, pourrais te dire que ce que tu penses comme étant bon et juste avec tes points de référence sont faux? Si nous, on reprend notre principe de cas, on est bien d'accord que c'est complètement bizarre de se dire, tiens, j'ai un point de référence quand je sens que ma main fait ça ou elle vibre comme ça, ou quand dans mon corps, je sens qu'il y a, je sais pas, un choc électrique, c'est que quelqu'un a un problème au niveau du cœur, ou au niveau du foie, ou au niveau de moi, je sais comme ça que j'ai mes infos. La personne va dire non, mais c'est pas vrai, en fait, tu n'es pas connecté à la personne, il ne se passe rien, etc. C'est dans ta tête. Oui. Mais ça reste ma référence subjective par rapport à ce que nous, on a nommé dans un cadre donné, la projection mentale et puis l'étude des cas. Donc, je trouve que c'est bien cette notion qu'avait José d'être respectueux et de dire OK, pas de problème. Ce qui est cool, c'est qu'il cherchait quand même à lui donner sens avec sa perspective et dans son cadre. Et moi, c'est ce que j'aime bien. C'est pour ça qu'on fait depuis tant de semaines et maintenant de mois, même d'années, cet échange-là. C'est que moi, mon cheminement de base, c'est la transe. Donc, communication conscient-subconscient, diminution du facteur de jugement. Et à partir de là, moi, mon filtre, c'est ça. C'est je tente de voir, est-ce que ça a un lien ou pas avec la transe? José, c'est la même chose.
Lui, c'était la projection mentale, c'était tout ce qu'on fait à partir du 303 et du 404, qui est le cœur, ce vers quoi José veut mener les personnes. Et à partir de là, il tente de voir si, avec sa méthode, il peut refaire vivre le même type d'information, prendre le même type d'information et offrir dès lors aux personnes la compétence et la qualité de le faire sans avoir à faire d'autres rituels. Parce que tu vois, on pourrait très bien dire que c'est un rituel, faire une projection astrale, mais sans médire sur la projection astrale. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. José a trouvé quelques cas de transe, de soins, de guérison, qui a été accompagné de l'affirmation du médium. Donc, ce qui était intéressant, je reviens parce que dans le cœur, c'est que José allait voir un peu tout le monde et à chercher à comprendre comment ça fonctionnait pour voir si, avec la méthode ou avec sa méthode, il pouvait répéter les mêmes choses que faisaient des personnes qu'aujourd'hui, on pourrait mettre dans les disciplines alternatives, qu'on pourrait mettre dans les disciplines complémentaires, etc., qui, bien sûr, ne se substituent pas à la médecine, mais qui, souvent, alors même s'il y en a qui vont estimer que ce n'est pas vrai, que ça n'existe pas, que c'est des charlatans, tout ce que tu veux, lui, il est allé voir ce monde-là, ce monde alternatif, et voir si les résultats qu'il avait correspondaient à ce qu'il pouvait faire ou est-ce que ça pouvait, ou c'était autre chose. Et là, en l'occurrence, comme il dit, et ça je trouve que c'est intéressant, il allait voir des personnes, des médiums en l'occurrence, qui avaient des états de transe, de guérison. Et chose qu'on peut retrouver en 404 quand on est à niveau et qu'on commence à faire des cas qui sont des transes de guérison si on utilisait une autre sémantique. Ça semble juste la notion de transe de guérison, entre guillemets, pour le 404 Entre guillemets. Entre guillemets, je dirais, oui. Oui, entre guillemets. Ouais, voilà. Et il revient à nouveau sur cet élément-là. Et il estime que la notion de transe n'est pas nécessaire et que le plus important au bout du compte, c'était l'affirmation verbale. Et on revient sur cet élément-là qui est intéressant, ce que nous, on appelle en hypnose la suggestion, qui pour lui devient en fait la programmation pour aller vers un travail de guérison. Est-ce qu'on va parler ça de rituel? Rappelle-toi que souvent on compte de 10 à 1, mais on peut changer l'intention du 10 à 1. Par exemple, quand on va dans le laboratoire, c'est 10 à 1 pour y aller. Et quand on travaille un cas, quand même, il y a encore un 10 à 1 pour aller au niveau où on sera exact et précis sur le cas qui va être présenté. Donc là, il y a vraiment une intention très, très précise. Voilà à quel niveau de transe, si tu veux, ou quel type de transe je veux entrer. C'est la pure réponse à la suggestion, en fait. Oui. Dans quelques instants, je vais décompter de 10 à 1. Quand tu seras à 1, tu seras connecté à ton laboratoire. Je vais décompter de 10 à 1. Et quand tu seras à 1, tu seras prêt et optimum pour faire des cas. En fait, c'est vraiment le principe. Le décompte nous permet d'avoir un approfondissement. La suggestion que je mets en amont oriente, suggère l'intention et l'idée. Et à partir de là, j'entraîne mon partenaire. Et effectivement, tu as raison. Le 10 à 1 de départ, comme il le dit assez souvent, on peut même entrer en alpha simplement en décomptant de 100 à 1 et petit à petit apprendre à le faire tous les matins en te réveillant. On peut le faire donc à un moment ou à un autre de 3 à 1 ou de 10 à 1, mais le 10 à 1, ça peut être un approfondissement pour le labo, ça peut être un approfondissement, une ouverture, une route vers les cas, etc. Complètement. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est là encore où on reprend le génie du travail qu'il a mis en place dans les cours, qui n'est pas la chose qui est la plus perçue par les apprenants, parce qu'eux, ils vivent leur apprentissage sans se rendre compte que, sémantiquement parlant, la manière dont il a structuré les cours et la manière dont il a orienté les suggestions pendant les programmations sont vraiment hyper bien pensées.
On est vraiment dans des super boulots. Alors, ouais, je reviens une dernière fois sur cette notion-là, mais la notion de programmation est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que, à l'inverse de la notion de suggestion, la suggestion, on peut toujours se dire que ça ne reste qu'un élément, et d'ailleurs on le dit bien en hypnose, qui peut être complètement refusé, qui peut être complètement mis de côté. Aucune personne qui est hypnotisée, même si Robert aime bien dire l'inverse, n'est obligée de faire quoi que ce soit. D'accord? C'est pour ça qu'on suggère. Ce n'est pas une inquisition, une imposition, c'est une suggestion. Le mot déjà n'est pas quelque chose d'obligatoire. La différence, et je trouve la nuance qui est intéressante avec la programmation, c'est qu'il y a déjà quelque chose où, dans la méthode programmation, c'est on se programme nous. Hein. Alors, il y a la programmation en hétéro-hypnose au départ, dans ce que Ed appelait le conditionnement, mais à la base, la programmation a en plus cette notion, c'est pas je me suggère, c'est je me programme. Je trouve que la notion d'intention, et on revient au mot que tu viens de dire, Ali, cette intention, elle n'est pas la même. Je me programme, c'est-à-dire que je m'organise psychiquement, émotionnellement, physiquement dans une orientation donnée pour obtenir un résultat et, si on utilise un mot très Silva, une solution à quelque chose. L'implication est bien plus importante que la notion qu'on utilise nous en hypnose de suggestion. Et je trouve cette notion qui est la même en fait, mais sémantiquement parlant, dire à quelqu'un bon, bah, tu vas faire de l'auto-hypnose et tu vas te suggérer des choses, ou tu vas faire la méthode Silva et tu vas te programmer des choses, la notion déjà de réalisme et de capacité à arriver à ton résultat est plus important, je trouve, quand tu utilises le mot programmation. Je ne sais pas ce que toi t'en penses ou comment tu le perçois, sachant qu'en plus tu fais hypnose et Silva. À ma connaissance, il n'y a aucune mention du mot suggestion dans un texte Silva. Je n'ai aucun souvenir de ça. Par contre, on dit régulièrement, tu vas continuer à suivre les instructions à tous les niveaux de conscience. Donc, ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction. Et bien qu'on dit, tu peux accepter ou refuser tout ce que je dis. Si tu veux faire quelque chose, tu as simplement à suivre les instructions. Donc, et ça, c'est aussi une forme de programmation. Oui. La notion, et là, tu vois encore la finesse sémantique que José a utilisée. Hein. Il n'a pas utilisé suggestion. Non. Il a bien dit que c'était une instruction, c'est-à-dire une notion pour t'instruire, c'est-à-dire quelque chose pour t'éduquer. Et pas quelque chose que tu vas décider ou non de prendre, même si tu peux décider ou non de prendre l'instruction. Mais par essence, le mot instruction ramène à une posture d'autorité de l'instructeur à ce moment-là, qui est la personne à qui tu as donné confiance, ou tu es OK de suivre la méthode. Ouais, dis-moi. Oui, mais il y a aussi l'implication que c'est une structure pour y arriver. Quand tu achètes un nouvel appareil, tu as un petit livre d'instructions. Donc, il n'y a aucune autorité, il faut faire comme ça. C'est comment faire étape par étape. Donc, on a encore une autre notion de ce que ça veut dire instruction. Bien sûr, bien sûr. C'est aussi les étapes. Mais c'est là où tu te rends compte que la sémantique utilisée par Silva, c'est énormément un travail d'hypnose conversationnelle. On est quoi? Non, le mot conversationnel est faux. Hypnose indirecte. On est sur que de l'indirect. Un travail sémantique qui est bien choisi dans un ensemble d'éléments pour que justement ce soit dans des yes set, que ce soit dans des notions d'adhésion, que ce soit dans une expérience positive qui nourrit l'expérience suivante et ainsi de suite pour qu'il y ait une évolution assez rapide pour qu'en 4 jours, des personnes puissent avoir ce travail de recherche d'informations de qualité. Et ça, c'est vraiment un processus top. Hein. C'est pour ça que je reviens tout le temps dessus à dire ouais, non, mais la méthode est bien réfléchie parce qu'elle est vraiment bien structurée. C'est pas je fais ça et je changerai la phrase. Mais non, la phrase, elle a été bien bossée. Je ne veux pas dire qu'elle est absolue, totale et tout. C'est juste qu'elle est bien réfléchie et que
c'est dommage de la modifier parce que le sens derrière est travaillé pour influencer, programmer et orienter et instruire la personne. C'est plutôt ça. On va s'arrêter là sur cette partie-là. On va revenir dans quelques instants. Ouais, ça va super vite. Si bien sûr vous avez des questions et autres, n'hésitez pas à les partager sur Facebook et YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. N'hésitez pas à nous faire des questions directes aussi. Comme ça, on prend le temps de vous faire des réponses sur les échanges qu'on a avec Lee. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one et à très vite. Ciao, ciao.